même à partir de cette grille, fini le Congo, tout est contrôlé par elle, dans le plus grand secret. C'est ce qu'affirme l'ancien président de la République, Pascal Lissouba. Selon lui, le Congo ne savait même pas combien de pétrole était extrait de son sous-sol. Nous ne savons rien de ce qui se passe et nous n'avons même pas la quantité du pétrole qui sortait de notre pays, nous ne la connaissons pas. Vous voulez dire que les autorités congolaises ne la connaissaient pas. Ne connaissaient pas la quantité de pétrole extraite de leur sol? Par quel moyen? Une seconde chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique, pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain gouvernement. Et un pétrolier de 100 000 tonnes, cela représente près de 100 millions de francs qui échappent aux caisses du pays. On appelle ça une cargaison fantôme. Interrogé sur la question, Loïc Lefeuc-Pléjean ne dément pas qu'il y en ait une. Il y a des cargaisons qui sont produites et qui n'ont jamais été officiellement. Voilà. C'est des choses qui sont arrivées, bien sûr, dans le passé. Chers compatriotes, je suis en difficulté, je me bats contre la mort, mais cependant, je vous demande de vous lever pour le changement. Je ne serai pas battu pour rien. Battez-vous. Je ne serai pas battu pour rien. Levez-vous, comme un seul homme. Faites-moi plaisir. Je me bats sur la vie de mort. Vous aussi battez-vous pour votre changement. Allez-y. Il y va de l'avenir de vos enfants. Battez-vous. Merci. À mon avis, après analyse, je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, cet incident-là pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif, c'était Denis Sassou Nguesso. Neutraliser Denis Sassou Nguesso. Oui, neutraliser Denis Sassou Nguesso pour que l'élection n'ait pas lieu. C'est un secret qu'il y a quelques éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays et qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase. C'est un secret qu'il y a quelques éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays et qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase. C'est un secret qu'il y a quelques éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays et qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase. On ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que
nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 97, mais la guerre avait commencé le 5 juin 97. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. I am not come here to battle and to struggle. I came here to help my country to develop themselves.
salut à vous, j'espère que vous m'entendez très bien. Si jamais il y a des petits soucis de son, j'aimerais simplement que vous me faites signe. On va essayer de... On prépare toujours nos notes, comme vous voyez. Hein, voilà, format 3. On va adresser, enfin, on va essayer de répondre, d'éclaircir encore l'ensemble de notre peuple au Sud Congo en ce qui concerne beaucoup d'informations, une confusion qui règne dans la tête de plusieurs. Mais on veut simplement le dire que c'est peut-être, il leur manque la possibilité d'aller chercher des véritables informations, d'en faire des recherches. Éventuellement, pour ceux qui se disent qu'ils sont des journalistes d'investigation, mais ils ont du mal à aller chercher la vérité. Mais ici, nous tenons encore à les recadrer, hein, parce qu'il y a une confusion qui continue de régner. Entre la scission, la souveraineté et une confusion d'une volonté manifeste des pharisiens qui veulent toujours nous ramener dans l'entité Congo avec C en nous donnant les événements, les référendums, ainsi de suite, Et nous avons été très clairs depuis le début en ce qui concerne la vision de l'unité du Sud, cette vision qui va nous ramener à la Fédération Sud-Congo. Il s'agit ici d'expliquer que la Fédération Sud-Congo, c'est l'ensemble des terres totalement souveraines du Sud-Congo. C'est-à-dire des terres qui ne font plus partie de la communauté, hein, dirigée par le président de France, qui est aujourd'hui le locataire du palais de l'Élysée, M. Macron Emmanuel. Et pourquoi nous allons donc faire ce direct? Parce qu'on a beaucoup de choses à faire, on ne va pas passer beaucoup de temps là-dessus. Vous vous souvenez que nous avons été invités, hein, on peut le dire comme ça, suite à notre appel, on s'est posé mille et une questions, c'est normal de dire que pourquoi les médias de la diaspora étaient en train de veto l'unité du Sud de la Fédération Sud-Congo. Et nous avons donc cité pas mal des médias, incluant donc la chaîne du frère Christian Perrin, que nous avons d'ailleurs indexé. On a dit pourquoi il ne parlait pas de l'unité du Sud alors que c'est une véritable force. Bon, après il est venu avec l'affiche, hein, d'une manière publique, en prenant notre photo, en le mettant. Donc vous pouvez simplement comprendre que déjà cette procédure faisait que on n'était pas la bienvenue sur leur chaîne, mais nous on a dit on va aller. Bon, donc nous avons nous sommes passés à l'émission. Bon, en lisant les commentaires des uns des autres, ceux qui disent que c'était un interrogatoire, ceux qui disent que c'était un débat, un débat télévisé. Bon, il y a tout un tas de commentaires. Mais bon, on va vous laisser à vous d'aller regarder. Bon, certains ont même fait des comparaisons de prise de temps de parole entre ceux qui ont été reçus après et nous qui avons donc passé le temps. Donc, le constat, il était clair. Le constat, il était tellement que est-ce que M. Perrin a joué le rôle du journaliste totalement indépendant ou il a pris une position? Ou, bon, ça nous le savons que l'interview allait être préparée, c'est toute leur équipe qui devait se préparer à passer, à préparer des questions. Ça veut dire qu'en réalité, quand vous le suivez, le fond de leur pensée, c'était de nous faire couler, hein, de nous montrer que nous sommes des gens pas crédibles, que nous sommes des gens des va-t-en-guerre, hein, parce que vous le voyez bien qu'ils sont en train de nous dire qu'ils veulent vouloir passer l'ensemble des souffrances du peuple Congo à un seul individu que nous appelons Sassou Denis Mathurin, et ce qui est totalement faux. Ils veulent vouloir nous faire passer comme étant des va-t-en-guerre, c'est-à-dire que nous voulons enclencher l'entité Congo avec C dans une guerre, alors que nous sommes dans la légitime défense. Donc c'était ça leur intention, vouloir montrer à l'opinion internationale, et même à l'opinion de l'entité Congo avec C, que les mauvais c'était nous. Nous qui avons simplement pris l'engagement de vouloir protéger nos peuples,
dans le concept humanitaire, protéger des populations, qu'on peut démontrer que nous sommes exterminés à la vitesse grand V. On a eu à le démontrer par les conférences Opération Moebara 1, Opération Moebara 2 que nous avons eu à réaliser. Ça y est là sur YouTube, en présentant toutes les évidences, les faits de la volonté manifeste des nordistes à pouvoir exterminer les sudistes. Le fond dans la pensée du journaliste qu'on a donné, qu'on a utilisé ici comme une arme de la destruction de l'unité du Sud, puisque vous allez même voir dans le titre qu'il avait donné, hein, pour quel avenir politique. Il s'agit ici de la survie des populations. On ne sait pas quel jeu ces gens-là jouent. Bon, beaucoup de commentaires, vous comprenez ça, chers amis. Mais en tout cas, nous avons maintenu notre position. Ils veulent vouloir, dans leur démarche, de dédouaner les Moshi. Hein, alors que les Moshi eux-mêmes sont venus le dire à leur tribunal, l'avenir des Moshi, par le général Nyanganga Tsembouala. Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. L'avenir des Mboshi. L'avenir des Mboshi. L'avenir des Mboshi. Et qu'après, ça souffre que serait les Mboshi. Il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause. Je dis, je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment l'armée est organisée. J'ai un médecin en Mboshi. Moi je suis moinet. Vous êtes aussi moinet. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rafias. Donc, maintenant si vous existez que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Ces gens-là ont mis la colonisation au Sud-Congo, tué les Congos, les sudistes. Ils ont massacré. Mais l'équipe qui a travaillé derrière l'interview a voulu simplement nous décrédibiliser. Vous comprenez ça, chers amis? Voilà pourquoi, nous déjà, quand on avait annoncé, pourquoi le frère là ne parle pas de l'affaire de l'unité du Sud? Mais on comprend que c'est des pharisiens, c'est des hypocrites, tous ces gens-là. Ils ne sont pas réellement pour la libération du Sud-Congo. C'est inimaginable, vous comprenez? Mais nous, on savait, parce que c'était un calcul, on dit, on va les avoir là, on va les pousser, on va aller à l'interview et le peuple va juger. Et vous-même, vous avez jugé, vous vous êtes rendu compte que finalement, tous ces médias de la diaspora, à l'exception de PCV TV, TV du frère Edim Kaï, qui parlent vraiment des causes du Sud-Congo, tous les autres médias de la diaspora sont des extensions de la télé Congo, dans les différentes médias diaspora que nous vivons. Et nous les avons eus. Hein, nous les avons eus. Et vous avez vu au cours du débat. Mais on va donc vous laisser le temps d'aller regarder encore ces vidéos dans les profondeurs. Vous allez vous rendre compte que leur intention, c'était de prévenir, hein, d'éviter que nous, on puisse s'exprimer. Hein, toutefois qu'on voulait avancer sur une idée, c'est des questions qui s'ajoutaient, on tournait en rond quasiment aux mêmes choses. Hein, vous comprenez la volonté qui était là. Mais nous n'avons pas changé de cap. Nous avons maintenu notre idée, nous avons maintenu notre vision, parce que nous savons que nous sommes du bon côté de l'histoire. Nous sommes du bon côté de l'histoire. Nous ne défendons que nos peuples, nous ne défendons que nos intérêts des peuples Congo. Qu'il s'agit de Totome Mpanga, la Poule, Bwenza, Nyadi, le Kumu, Luango, vous voyez que les 5 régions du Sud, nous ne défendons que nos intérêts. Comprenez? Mais malheureusement pour eux, en réalité, notre peuple a fini par découvrir qui étaient éventuellement ces gens-là. Donc même ces grands journalistes qu'on nous présentait, en réalité ce n'était que, comme on le dit, des figurants de point de vue de forme, mais dans leur fond, ils sont pour les nordistes, ils sont pour
le Congo est indivisible, qui est une devise du Parti congolais du travail. Bon, ce qui me fait connecter ici, pour encore réitérer, expliquer à notre peuple, c'est éventuellement le commentaire que le journaliste, que nous appelons ici Christian Perrin, a eu à faire sur cette même vidéo sur YouTube. Nous avons donc pris la peine d'aller donc regarder ce commentaire dans la profondeur. On va simplement vous le lire. Nous vous demandons si vous voulez aller voir ces commentaires. Pour ceux qui sont sur YouTube, on mettra directement le commentaire après. Et après, ici, on va mettre ce commentaire-là public sur Facebook. Et donc, vous aurez donc le temps d'aller regarder, d'aller lire ce qu'il avait écrit. Je vais donc les lire. Je ne peux être nerveux sur le plateau. Ma mine peut changer, certes, en fonction de l'insistance parfois de l'invité. Et dans le cadre de l'émission avec Pongui, il y avait trop de contre-vérité, hein, ce qu'il dit. Je n'ai pas voulu le ressortir au cours de l'émission. J'avais préféré changer de mine quand il parlait de l'histoire du référendum de 1958. Il n'a aucune maîtrise de cette histoire. Il débitait des fausses informations. Parlons des Moshi, qui étaient minoritaires, alors que c'est Fulbert Youlou qui était en difficulté et obligé de corrompre 2 députés au Pango, notamment Yombo et Itua. Une autre contre-vérité, c'est la pétition USK. Il dit qu'ils sont à 10 000 signatures, alors que moi, j'avais vérifié sur le site. La pétition est à 2858 et non 10 000. Je vous invite à bien suivre l'émission pour vous rendre compte qu'il y a trop de contre-vérité. Et vous voulez que je laisse faire? Non, je n'ai pas. Non, ce n'est pas ce que j'ai appris. Désolé. Bon, nous, on répond à M. Perrin. Comme vous avez vu déjà au cours de cette émission, on a été très poli tout au long de cette émission. On l'appelait M. Perrin. Il y a des moments où lui nous appelait Bernard, il nous appelait Pongui, il nous appelait M. Pongui. Bon, ça, c'est pas le problème. Ce que j'aimerais dire à Christian Perrin, il y a 2 choses entre le référendum de 1958 dont vous êtes en train d'évoquer et puis la déclaration de la création de l'entité Congo avec C. Et puis, il y a la reprise de notre souveraineté qui est basée sur les contrats ancestraux signés par nos ancêtres au Sud Congo avec les Européens. Nous avons basé notre souveraineté au Sud Congo par rapport au point où nous étions perdus. C'est-à-dire que le point où les Européens sont venus arracher les signatures à nos ancêtres au Sud Congo. Vous comprenez, chers hommes? Donc déjà, si vous nous parlez du référendum de 1958 ou des tripatouillages qu'il y a eu entre Youlou, qui que ce soit, nous n'avons rien à cirer de cela. Ça, vous êtes déjà dans l'entité Congo avec C qui appartient à la France, où vous n'êtes jamais indépendant. Bon, vous comprenez, M. Perrin? Donc, c'est déjà 2 bases totalement différentes. Nous nous sommes référés dans les accords ancestraux signés par, on peut simplement dire, les Européens et notre parent. Je vais simplement essayer de ramener ça encore pour qu'il n'y ait plus de confusion en réalité. Hein. Pour qu'il n'y ait plus de confusion. Hein. Je vais simplement aller regarder ça rapidement. Et je vais vous donner pas mal de quelques références qui vont certainement vous aider à bien vous structurer en tant que journaliste d'investigation. Vous êtes censé bien connaître ces choses-là. Mais malheureusement, on se rend compte que vous faites du journalisme d'investigation, vous ne poussez pas trop loin la réflexion et même dans vos recherches. Et nous sommes là éventuellement pour essayer de vous recadrer. Si vous faites de la recherche, vous pouvez encore aller regarder le ministère des colonies et des traités dans les archives au niveau de France. Et vous regardez l'Afrique subsaharienne entre 1687 et 1911. Hein. Donc vous allez voir dans la section
Congo, hein, là on a changé l'onté Congo avec Ubangui, Chari et Tchad, vous allez donc voir l'existence de ce que nous appelons la province Kwilu-Nyadi. Voilà pourquoi nous avons ramené le Nyadi, le Nyari que vous appelez aujourd'hui à Nyadi, parce que le Nyadi vient de l'eau. Ce sont des noms ancestraux. Donc il y a une connotation spirituelle, il y a une connotation de divin à l'intérieur. Et ce sont ces appellations que nos ancêtres connaissaient. Voilà pourquoi nous avons ramené ça. Parce que les Blancs ont tout changé. Ils ont shifté ça pour endormir nos peuples. Comprenez ça, chers amis. Donc pour M. Perrin et l'ensemble de leur groupe qui ne connaissent pas l'histoire réelle des Congo et du Sud-Congo, nous avons pris l'horloge du temps en se basant de 1880 à 1884. Comprenez ça. Et nous étions là dans la province Kwilu-Nyadi, qui existe dans les archives du ministère des colonies en France. Quand les conquérants ont été envoyés par ce qu'ils ont appelé la mission internationale de Léopold II, donc du Belge. Ce qu'ils appelaient la conquête des régions situées tout au long du Kwilu-Nyadi pour le roi Léopold II de la Belgique, avec l'aide des 4 chefs de mission, John Grant Elliot, assisté par Destin, Elegas, Van de Vers, Hassan et Arou. Comprenez ça? Ça, c'était des... On peut simplement dire que c'était des guerriers qu'ils ont envoyés pour aller arracher ces signatures-là auprès de nos ancêtres. Et ces gens-là avaient quasiment le même rang que Pierre Savognin de Brazza. C'est des tueurs qu'ils ont envoyés pour aller arracher ces contrats. La province de Kwilu-Nyadi, ainsi constituée et ensuite divisée en 4 districts. Mais la France, en se fondant sur le traité conclu avec Makoko le 10 décembre 1880, revendique les 2 rives du Congo et de la vallée du Nyadi et de la vallée du Kwilu-Nyadi. C'est la France qui a revendiqué ça après. Mais il y a eu... et ce territoire, donc le territoire que nous appelons ici de Kwilu-Nyadi, a été... les Belges l'ont cédé à la France. Et ça, nous étions le 5 février 1885. Le Kwilu-Nyadi a été cédé à la Belgique, a cédé à la France. Le 5 février 1885, M. Perrin et son équipe. Et la France avait payé une maudite somme. On peut simplement l'indemnité de 300 000 francs français. 300 000 francs français. Comprenez ça, chers amis. Et dans ce grand territoire, il y avait plus de 286 traités signés. Vous comprenez ça, chers amis. Lors de cette campagne, sans repartie, et je vous donne même le numéro entre les dossiers 626, entre les dossiers 626 et 647. Ils sont présentés sous forme de liste dans l'ordre chronologique et pas forcément dans l'ordre de leur numération première. Vous comprenez ça, chers amis? 30 et quelques traités conclus autour de Stéphaneville par John Grant Elliot et Édouard Destin au nom du comité d'études du Haut-Congo. Et là, nous partons du 1er mars 1883 au 20 novembre 1884. Ça, c'est des documents qui existent. Et donc là, vous pouvez aller voir les traités signés par John Grant Elliot avec les rois du Nyadi, le grand territoire du Nyadi et une partie de l'Oudima, ce que nous appelons le roi Mwalambungu. Comprenez ça, chers amis. Et là, nous sommes... on a même donné le numéro 91 et le numéro 191 et le numéro 192. Et ce traité-là a été signé le 1er mars 1883. Comprenez ça. Et vous avez encore le traité signé avec Mikaya Pongi, qui est mon ancêtre, grand chef du territoire de l'Oudima. Et là, nous étions encore le 1er mars 1883. Donc, vous pouvez aller comme ça. Il y a plusieurs contrats. Vous pouvez voir, vous allez voir les contrats signés avec les Mikaya,
les Ngorozoma, les Ngimbi, vous comprenez. Donc voilà, il y a des contrats signés avec le Mwelangoma, roi de Madingo, donc ce qu'on appelle Madingo. Vous comprenez ça, chose. Il y a les rois et les contrats signés par Nzambi Mambanzo. Ça sont rois de Kimpanzu. Vous comprenez ça, chose. Donc il y a plusieurs contrats qui ont été signés. Voilà. Et vous pouvez voir, il y a plusieurs noms qui est là. Plusieurs traités, plus de 286 traités qui ont été signés. Donc nous avons pris cette base de ces contrats-là. Et c'est ça qui avait permis, avec cette mission internationale de Léopold II, pour aller bondir sa poitrine à la conférence de Berlin de 1885 pour dire, mais ces territoires-là, nous avons déjà des signatures, ça nous appartient. Et donc il y a eu des petites disputes, la Belgique était obligée de céder les territoires de Kouilou-Niadi, de la province de Kouilou-Niadi, en inversant l'indemnité aux Français. Les Mboshi n'étaient pas là, les nordistes n'étaient pas là, M. Perrin et toute leur équipe. Comprenez? Les nordistes n'étaient pas là. C'est là le point où nous nous sommes perdus. Les territoires totalement souverains ont été arrachés par le biais des promesses non réalisées, par le biais du fouet, de la chicotte, l'arme au poing, et ainsi de suite. Et sans oublier le traité de Luango avec le roi Mani Makosso Chikozo. Là aussi, nous étions en 1883. Je crois que c'était le 13 mars, je crois, hein, le 12 mars 1883. Comprenez ça, chers amis? Donc ça existe, c'est des documents qui existent. Et la France ne peut pas nier ça. Et voilà pourquoi nous sommes dans le droit chemin. Et c'est nous avons centralisé notre culture, la reprise de notre souveraineté, hein, à partir de là. Vous voyez, quand vous allez lire tout ça, à l'exception du contrat signé avec le roi des Téké là-bas, au nord là-bas, il n'y a eu aucun autre contrat qui avait été signé. Parce que les terres du nord appartiennent aux Téké. Les Mboshi et toutes les autres ethnies, qu'il s'agit des Abé, les Kouyou, les Makwa, bref, tout ce qui existait là, les Ngala et tout ça, ont été importés d'ailleurs. Certains sont partis de la République démocratique du Congo, certains de l'Europe de l'Ouest, de l'Afrique de l'Ouest, ainsi de suite. Et c'est ça qui est la réalité. Malheureusement, c'est ça qui est la réalité. C'est ça qui est la vérité. Et les Français savent. Comprenez? Donc, si vous nous rappelez à Youlou, en 1958, vous êtes dans l'entité Congo avec vous êtes déjà dans le précaré des colons, donc des Français. Nous ne sommes pas là-bas. Voilà pourquoi nous avons repris notre souveraineté. Et cette souveraineté, elle s'arrache. On a informé là, le président de la communauté de sortir ces mercenaires. Ils ont promis, mais ils sont allés chercher des gens d'ailleurs. Sassou est un Béninois. Sassou est né à Edo, une ville située au sud du Bénin, au sud du Nigeria, donc au Bénin. Donc Edo a été transformé à Edo, et Edo a été transformé à Edo. Donc c'est une translation de Edo à Edo. Les Français savaient ça. Si vous nous venez avec les conflits de 1958, 1959, ça c'était déjà les calculs de la France, parce que la France ne voulait pas que les autochtones puissent continuer à gérer. Voilà pourquoi ils sont allés chercher des gens ailleurs pour vous dominer jusqu'à aujourd'hui. Chers peuples du Luango, chers peuples du Sud Congo, vous avez été très nombreux à nous solliciter, à nous interroger sur les origines de Sassou Deni et de sa bande et ou de sa cohorte de bandits peuplant actuellement les bords de la Lima, un territoire appartenant en réalité au royaume Téké. Après un travail de recherche de 4 années, après avoir désarchivé 399 traités coloniaux passés entre la France et les chefs traditionnels africains, travail effectué et entrepris sous le contrôle et l'assistance d'un collège d'avocats, je peux vous dire aujourd'hui, moi, Tata Zinga, sans risque de me tromper, que Sassou Deni est bien un nordiste. Oui, un nordiste, mais un nordiste béninois, car né à Edo, qui est une localité située au nord du Bénin, donc dans le sud du Nigeria. Le sieur Sassou est né en réalité en 1937 et il est arrivé
dans le territoire qu'on appelle aujourd'hui Congo-Brazzaville en 1943 par le port de Ndjindji baptisé par les colons de Pointe-Noire. Étant ici fait observer que la première vague des déportés de l'Afrique de l'Ouest, comme ils avaient été nommés par les colonisateurs français et européens, est arrivée dans le nord de l'actuel Congo-Brazzaville en 1905. Cette vague était essentiellement composée de repris de justice, de bandits, de bébés noirs de l'époque dont la France ne voulait pas qu'ils puissent transmettre leur comportement déviant, leur comportement de malfrats aux populations dociles et travailleuses qui peuplaient l'Afrique de l'Ouest du début des années 1900. Sassou Deni a donc la nationalité congolaise, nationalité que nous savons a été voulue par la France comme celles et ceux qui peuplent le territoire appelé Congo-Brazzaville. Mais il est, à dire vrai, béninois. Vous connaissez donc que la nuance se situe dans la différence existant entre l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. Si Sassou et Lemboshi étaient effectivement des Congolais, ils auraient servi et défendu les intérêts du peuple Congo, les intérêts de celles et ceux qui sont issus du grand peuple du Congo d'Antotela. Cependant, c'est parce que la première communauté Mboshi, arrivée sur le sol Téké, était composée de malfaiteurs que les Français et les Occidentaux, non contents de la volonté d'indépendance des Sud-Congolais, ont volontairement jeté les hommes qu'on qualifierait de nordistes béninois sur les hommes honnêtes et travailleurs du Sud-Congo. Cela depuis avril 1959. Face à la violence, face aux crimes, au vol et à la dépravation de mœurs, nos anciens n'ont pas compris l'origine du mal. Voilà pourquoi, étonnés, surpris, mais pas désespérés parce qu'ils savaient que tôt ou tard, le jour allait se lever dans le Sud-Congo, ils, nos anciens, ont prononcé la célèbre phrase que nous connaissons tous, Bamboshi Kabena Bantuko. Les Mboshi ne sont pas des hommes. On pouvait aussi l'entendre comme Bamboshi Kabena Bantuko. Donc, les Mboshi ne sont pas des Bantous. Les Mboshi n'ont pas de tête. Pour terminer, je vous dirai que les Mboshi sont bien des hommes. Les Mboshi ont bien une tête. Oui, ils sont des hommes et ils ont une tête. Mais ils sont configurés par les Occidentaux à faire le mal. Enfin, il faut le savoir, les Mboshi ne sont pas Luango compatibles. Ils ne sont pas non plus des Congo compatibles. Voilà pourquoi, bien que restant au service du monde noir, nous avons entre autres décidé de reprendre notre souveraineté les 7 juin 2020 et le 21 mars 2021. Vive le Luango souverain et insoumis. Vive la grande vallée du Niadi et les terres de Pangala souveraines et insoumis. Vive le royaume et chefferie unis d'Afrique qui tôt ou tard viendront à la suite du syndicat des dictateurs et criminels serviteurs de l'Occident nommé Union africaine. C'est ça qui est la réalité. Donc, en fonction de quoi M. Perrin nous parle que nous avons parlé des contre-vérités. Bon, mais non, si vous nous parlez des affaires Yombo, des affaires Itoa, nous n'avons rien à cirer de ça. Hein, parce que nous, nos ancêtres, ce sont nos terres à nous qui ont été arrachées. Et nous voulons récupérer, nous avons récupéré ces terres-là, dans la souveraineté. Et les Yambo, on ne les connaît pas pendant cette période. Les Itoa, on ne les connaît pas pendant cette période-là. Comprenez ça, chers amis. Donc, c'est deux pédales. Et ça doit rentrer dans la tête des gens. Vous devez savoir que la scission, on le fait avec des populations qui sont les autochtones des terres, et qu'il y a un conflit, et on demande à diviser. On se sépare, hein, on divise. Donc, vous êtes tous originalement, c'est un bien qui vous appartient. C'est comme un couple, monsieur et madame, vous avez des biens communs, vous avez des propriétés, et lors de divorce, vous partagez ces biens. Parce que
À l'initial, ça vous appartenait, à vous deux. Hein? Ça, dans le domaine du mariage, vous devez le savoir. Comprenez? Ça vous appartient tous les deux. Et à la séparation, à la scission, vous partagez les biens. Comprenez? À chacun de vous prend sa part et se barre. À chacun de vous prend sa part et se barre. Dans notre contexte, on ne peut pas parler de la scission. Parce que les nordistes, ce n'est pas leur terre. Donc on ne peut pas se partager l'entité Congo avec eux. Comprenez ça, chers amis? Nous, on va se détacher des Téké parce que les terres des Téké, qui sont les terres du Nord, les Téké ont accepté d'aller en alliance avec les Moshi, avec les nordistes, pour nous exterminer au Sud Congo. Et c'est sur cette base-là que c'est un fondement réel. Et nous, en tant qu'ayants droit, on a cette légitimité de se séparer. Mais non, parlons dans leur contexte de Yambo et tout. Bon, je crois qu'on veut vouloir nous embrouiller là-dedans. Nous, on n'est pas là-dedans. Si Youlou a fait les contrats signés par Youlou, on n'a rien à cirer de ça. Le contrat signé avec Massamba Deba, à l'heure où nous sommes en train de parler, on n'a rien à cirer de tout ça, mes chers amis. Parce que nous avons réinitialisé l'horloge du temps. Et c'est ce que nous sommes en train d'expliquer à notre peuple depuis très longtemps. On est en train d'expliquer à notre peuple que nous avons réinitialisé l'horloge du temps. Nous sommes repartis en 1880. À partir de 1880, là où nous nous sommes perdus, là où nos terres ont été arrachées, là où nos ancêtres ne connaissaient pas les nordistes. Aucun nordiste n'était reconnu par nos ancêtres. Et ça, du point de vue de l'histoire, personne ne peut le nier. Mais si vous venez, voilà pourquoi j'aimerais même dire à certains frères ou à certaines sœurs, mais à certaines mamans qui appellent lors du Mbongi, ne nous parlez pas des 58. Hein? Mais c'est là où on nous a eu. Parce que les Français sont allés chercher des étrangers pour nous exterminer, pour que ces étrangers-là continuent de régner jusqu'à ce jour. Et c'est là où nous nous situons. Et notre peuple doit mettre dans la tête que nous nous sommes basés des années 1880, là où nos ancêtres ne connaissaient pas les nordistes, là où nos ancêtres ne connaissaient pas les Moshi. On connaissait que Makoko. Et Makoko vivait sur ces terres en parfaite harmonie avec son peuple. Nos ancêtres aussi vivaient sous nos terres en parfaite harmonie. C'était une forme du fédéralisme. Ces gens-là géraient leurs ressources naturelles. Ils géraient leur peuple. Ils se partageaient le minimum. Il y avait l'harmonie. Jamais le territoire de Makoko, même qui était au nord, ne venait au sud Congo là-bas, dans le Kwilu-Nyadi, pour chercher des problèmes, pour chercher des guerres. Il n'y en avait pas. Ou tuer des populations. Il n'y en avait pas. C'est ça que nous sommes en train d'expliquer tout le temps. Mais il me semble que les gens semblent fermer les yeux, faire semblant. C'est une réalité. Comprenez ça, chers amis. Donc, on demande à l'équipe de Christian Perrin d'aller encore faire leurs recherches, ils vont comprendre. Maintenant, ce que M. Christian Perrin doit aussi savoir, c'est que l'entité Congo, avec ce que vous êtes en train de vouloir ramener dans sa déclaration de sa création le 28 novembre 1958 à 11 h, je vais vous le lire, ce qui est écrit dans le journal de votre entité Congo, le journal de la République, le journal officiel de la République du Congo avec ses proclamations de M. Christian Djeli, M. Christian Djeli, président de l'Assemblée territoriale, le 28 novembre 1958 à 11h30. Messieurs, en vertu des pouvoirs à notre Assemblée par l'article 76 de la Constitution française, comprenez ça, chers amis, j'ai l'honneur de proclamer que le territoire du Moyen Congo manifeste sa volonté de devenir un État membre de la communauté. Comprenez ça, chers amis? Un État membre de la communauté. Et pour vous embrouiller, ils vous disent quoi? Cet État autonome, c'est une province, ils ont classifié de province autonome, prend le nom de République du Congo. J'ai l'honneur de proclamer que le territoire du Moyen Congo manifeste sa volonté de devenir un État de la communauté. Membre de la communauté. La communauté qui est dirigée par le président de France. Vous comprenez? Donc, ça encore, M. Perrin doit le savoir. Maintenant, en ce qui concerne les histoires
président Youlou et le président Opango, on nous parle de Yambo. Bon, il faut déjà vous le dire, mais les gens disent oui, il y avait... Bon, je crois qu'il y a une maman qui est venue, puisque Perrin prend même l'exemple de RPP pour dire que RPP ne connaissait pas l'histoire. Et donc, il y a une maman, c'est, je crois, maman Giatel Malalou Koumba, hein, qui est venue recadrer RPP. Bon, elle n'est pas venue recadrer, je crois qu'elle est venue ajouter un élément, mais elle a encore précisé que la voix de Itoa n'avait pas compté parce que ça avait dépassé un certain nombre de temps, hein, enfin, c'est ce qu'elle avait dit. Mais moi, je pense que dans cette affaire-là, Yambo, c'était un garde du Niadi, donc il avait fait son choix. Il a basculé, il a dit non. Moi, même si je suis de parti, du point de vue d'élection, ben, moi je change. Un député, il est libre. Un représentant, il est libre. Parfois de sortir de son parti pour un projet de loi qui ne le plaît pas. Et il va bouler son parti. Il peut devenir indépendant, il peut faire allégeance à un autre parti. Si un projet de loi qu'on veut voter est contradictoire à son peuple, il peut bien le bouder. Donc, si vous nous parlez de Yambo, on dit, bon, Youlou avait corrompu, les Mboshi n'étaient pas minoritaires, comme il est en train de le dire, d'après ce que Perrin dit, hein, parce que moi je réponds à lui, parce que c'est lui qui est venu poser ses commentaires, et nous on répond, hein, parce que déjà son attitude, tout le monde a compris que il n'était pas indépendant, même quand nous avons passé la conversation, moi j'appelle ça le débat, avec lui il n'était pas indépendant. Voilà, donc il dit... il disait quoi? Bon, quand il parle de l'histoire du référendum de 1958, il n'a aucune maîtrise de cette histoire. Vous voyez que M. Perrin, entre vous et nous, c'est vous qui n'avez pas la maîtrise de cette histoire. Hein, parce que, comme déjà il le dit, il n'a pas la maîtrise de cette histoire. Il débutait des fausses informations parlant des Mboshi qui étaient minoritaire, alors que c'est Fulbert Youlou qui était en difficulté, obligé de corrompre deux députés, notamment Yombo et Itoa. C'est une autre contre-vérité. Bon, vous comprenez que, bon, même là, ça n'a jamais été prouvé que Youlou avait donné de l'argent à ce monsieur. Hein, moi, je pense que à cette époque-là, la corruption était très suivie, hein, sinon ça devait passer. Les gens devaient savoir combien Youlou avait donné à ce monsieur, ainsi de suite. Je pense que Yambola avait simplement changé de position parce qu'il a compris qu'il n'est pas question de laisser ces étrangers-là diriger notre nation à cette époque. Bon, encore l'histoire de Itoa. Apparemment, même la voix de Itoa n'avait pas compté. Vous comprenez? Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que la contre-vérité que M. Christian veut vouloir parler, c'est quoi ici? Il nie que la déclaration du 28 novembre 1958 n'a jamais placé l'entité Congo avec ceux dans la communauté. Ça, c'est ce qu'il nie. Si c'est ça qu'il nie, donc celui qui est dans la fausseté. Parce que cette déclaration, elle est publique. Nous allons encore la mettre sur notre mur Facebook. M. Perrin peut encore la regarder. C'est un document qui existe dans le journal officiel de l'entité Congo avec ceux. Donc, il n'y a pas de contre-vérité. On a été clair que l'entité Congo a été créée. Congo avec ça a été créé le 28 novembre 1958 à 11h30 et c'est ça qui vous donne et cette entité a été ramenée dans la communauté et ça c'est une vérité, il n'y a pas de contre-vérité. Bon, en ce qui concerne la pétition, c'est clair qu'on vous le dit. Tout à l'heure on a fait une vidéo avant celle-là parce que nous avons voulu utiliser une différente caméra. Bon, on va simplement vous remontrer les fiches de pétition sans pourtant vous faire passer les noms. Ça c'est éventuellement l'ensemble des fiches de pétition que nous sommes en train de recevoir. Bon, là nous n'avons pas encore compilé les fiches que nous avons reçues le tout dernier mois. C'est-à-dire que ça c'est des fiches que nous avons reçues tout juste avant qu'on puisse faire le premier bilan, hein, là où nous avons parlé des 10 094. Et, quand vous ajoutez ces fiches de pétition, les noms qui sont inclus avec les noms que nous avons sur ceux qui ont directement signé la pétition en ligne, il y a un mois, on peut simplement 1 mois et demi,
on était à 10 094. Mais nous avons encore reçu le double de ces fiches-là. Donc nous ferons le point à un certain moment. Et c'est là, je crois que ça sera une semaine après. Donc je disais que il y a une semaine avant, je crois qu'au tout dernier Mbongi, on va vous donner un peu le bilan de ce que nous avons fait. Donc comme vous voyez sur l'écran de l'ordinateur, vous voyez tout ça. Tout ça sont des fiches de pétition que nous avons déjà reçues. On peut encore, comme vous le voyez, hein, c'est un grand écran. Comme vous le voyez chers amis, hein, tout ça, ce sont des fiches de pétition. On tourne. Et nous sommes en train de vous le montrer, ça en direct. Hein, ça en direct. J'ai pas envie encore d'aller plus. Voilà, vous voyez chers amis. Je peux encore descendre, Je vais essayer de. Voilà. Comme vous le voyez, je suis en train de descendre. Tout ça, ce sont des fiches de pétition, mes chers amis. Vous pouvez encore monter le curseur, vous voyez. Hein, ça sont des fiches de pétition. Donc ça, c'est la stratégie que nous avons mise en place, compte tenu que nous avons su qu'il y a des problèmes de connexion d'Internet dans l'entité Congo avec C. Et beaucoup de gens ne connaissaient pas comment signer la pétition, donc ça rendait difficile les signatures de la pétition. On avait donc eu, après quelques mois de lancement, l'initiative de pouvoir mettre en place cette fiche de pétition. Et les noms continuent de venir. Vous voyez qu'une page de pétition, c'est minimum, c'est une ligne en deux, une ligne donc, une ligne de 26 noms. Mais on peut donc diviser ça. Donc chaque fiche ici, au minimum, nous recevons une affaire de 52 signataires par fiche. Et ça continue de venir. Hein, ça continue de venir. Voilà la réalité. On se connaît tout à l'heure, mes amis. Tout à l'heure. À plus tard. C'était une question simplement de répondre à Christian Perrin. Qui a fait des commentaires sur le live que nous avons eu à faire. Et donc il était question de lui montrer, et lui et son groupe, que nous ne sommes pas des menteurs. Nous parlons avec... et puis nous sommes des responsables. Si vous voyez les calculs, hein, je vais simplement essayer d'ouvrir ce fichier Excel de tous les calculs que nous avons prévus. Si je tournais la page ici, sur l'autre écran, vous voyez, chers amis, le calcul que nous avons. Donc, chaque fiche de pétition, nous l'avons donc donné un numéro. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, jusqu'à, vous voyez, chaque fiche, vous voyez le nombre d'inscrits, c'est la fiche, par exemple, numéro 1, c'est 52, la fiche numéro 2, c'est 52, la fiche numéro 3, c'est 51. Donc, ça, c'est le nombre d'inscrits. Le nombre d'inscrits sur chaque fiche. Vous voyez, chers amis. Donc, par exemple, la fiche numéro 13, il n'y a eu que 4 inscrits. Ça, c'est d'après ce que nous avons envoyé. Il y a même des gens qui ont envoyé des fiches avec 0 inscrits et nous l'avons mis ici, fiche numéro 8, 0 inscrits. C'était certainement par erreur qu'ils l'ont envoyé. Donc, comme vous voyez en bas, vous continuez de rouler. Le nombre d'inscrits, ça c'était à l'époque où la pétition en ligne, le total, on avait 10 094. Et nous avons doublé tous ces chiffres-là, parce qu'après nous avons reçu plusieurs fiches, nous avons doublé. Donc on estime autour de 25 000 peut-être à la fin, ça c'est selon notre estimation. Comprenez, chers amis. Bon, à tout à l'heure, mes chers amis. Au revoir. Nous avons présenté les fiches de la pétition. Ce que M. Perrin doit savoir, que compte tenu des difficultés de signature de la pétition au Congo, parce qu'il y a beaucoup de mamans, beaucoup de parents qui ne connaissaient pas comment signer la pétition, comme même que nous avons fait des tutorings là-dedans, on a fait des vidéos sur YouTube. Vous allez sur YouTube, vous allez voir une vidéo qui existe où nous avons intitulé « Comment signer la pétition de l'USK ». On a expliqué aux gens, on a parlé en français, on a parlé en Kikongo, en Munkutuba, on peut le dire comme ça, en Kituba, pour que notre peuple puisse comprendre. Mais on a toujours des difficultés, beaucoup de gens sont revenus et la pétition Lambiné, on a dit,
comment faciliter les gens. On a créé donc ce que nous avons appelé la fiche de pétition, qui permettait aux parents de mettre leur nom sur la pétition. Et il y a des clauses qui est bien écrit. En mettant votre nom sur cette fiche, vous acceptez que vous signez la pétition et vous donnez la responsabilité, vous donnez votre autorisation à nous de parler à votre nom et d'aller chercher les moyens légaux et légitimes de vous sortir de cette difficulté, de sortir les forces d'occupation. C'est bien écrit. Et les gens sont en train de signer la pétition compte tenu des difficultés du réseau Internet dans l'entité Congo avec C. Nous avons réfléchi, là encore vous voyez que ce sont des cerveaux penseurs, on réfléchit comment aller chercher la voix de notre peuple pour que ce peuple adhère à la pétition. Donc quand vous totalisez l'ensemble de la pétition qui est en ligne, nous avons encouragé tous ceux qui avaient la possibilité de signer directement la pétition en ligne, éventuellement les intellectuels ou ceux qui avaient un peu de moyens d'Internet, vu vous connaissez les quotas d'Internet, ça coûte très cher à notre peuple. Nous avons donc encouragé ceux qui avaient des moyens de signer directement en ligne et ceux qui n'avaient pas de moyens devraient simplement remplir cette fiche de pétition et nous envoyer. Donc vous voyez, M. Perrin, là encore, c'est vous qui êtes dans la fausseté parce que tous les jours nous communiquons là-dessus. Tous les jours nous demandons à notre peuple, dans la plupart de nos vidéos, qu'il s'agit de moi, de frère Edim Kaï, qu'il s'agit de frère Gervais Birangi, des rois Tikaya Zinga Ier, les rois Makoso V. Tout le monde communique ça. Communique, même le frère Roland Nitou communique sur ça. Il vous dit signez la fiche de pétition, signez. Et la fiche de pétition, elle est partout, publiée partout. Comprenez? Donc, nous pensons que M. Perrin, vous avez voulu jouer à un jeu très dangereux. Et aujourd'hui, ça va vous coûter cher. Parce que notre peuple, certainement, va vous sanctionner. C'est clair. On a compris le jeu que vous avez joué. Bon. Donc là encore, oui, nous avons plus de 10 000 et nous estimons même déjà à 20 000. Hein, plus de 20 000 parce que le premier bilan que nous avons réalisé, nous l'avons réalisé, je crois, il y a 1 mois et demi. Hein. Donc nous nous sommes dit, avant la clôture du Mbongi, on va encore faire le bilan. Nous avons encore reçu beaucoup de fiches de pétition. Et nous allons encore faire ce bilan-là. Et nous encourageons notre peuple à continuer de remplir la fiche de pétition et de nous le faire parvenir. Comprenez, chers amis. Et la vidéo que nous avons eu à réaliser, il y a peut-être une vidéo de 2 minutes avant que nous entamions celle-là. Nous avons donc, à distance, nous avons présenté un peu l'écran de notre ordinateur avec ces fiches de pétition pour vous montrer que nous ne sommes pas des menteurs ni des manipulateurs. Et ce que nous sommes en train de faire, nous le faisons avec conviction. Et comme on l'a dit, nous-mêmes, on doit diriger le Sud Congo pour se rassurer que on ne va pas laisser la place aux gens qui pensent que c'est l'Élysée qui doit leur donner le pouvoir. Parce que ces gens-là vont servir les intérêts de l'Élysée et non les intérêts des Congo. Et nous, on le dit d'une manière claire, la gestion des ressources naturelles du Sud Congo doit être réalisée par les Congos, donc par les sudistes, intègres, choisis ou voulus par l'ensemble de leur peuple. Et nous sommes là, premièrement, dans le contexte de l'unité du Sud, dans une action humanitaire, urgence humanitaire pour protéger les peuples du Sud, pour protéger les terres du Sud, pour protéger les populations du Sud Congo, pour protéger les ressources naturelles du Sud Congo. Et nous ne tergiversons pas. Jamais, plus jamais, un nordiste doit diriger les ressources naturelles du Sud Congo. C'est impossible. Et nous allons nous battre. Si notre sang va couler parce que nous sommes dans la légitime défense. Voilà pourquoi nous sommes dans les terres souveraines. Nous avons demandé au président de la communauté, qui est M. Macron, de sortir les forces d'occupation, qui sont les nordistes, parce que les forces militaires appartiennent aux Moshi. Les Moshi ou les nordistes représentent une voiture bélier pour la France. Donc c'est la France qui est cachée derrière. Comprenez ça, chers amis. Et puis nous avons aussi les pharisiens au Sud Congo qui bénéficient de quelques miettes et leurs avantages. Ils sont maintenant là en train de positionner leurs enfants pour que leurs enfants, médiocres qu'ils sont, puissent continuer avec la machine. Comprenez ça, chers amis. Et ça, nous pouvons accepter. Maintenant, pour finir cette partie de frère Christian Perrin, bon,
Maintenant, après, vous avez vu son vrai visage. Il a été très clair dans... Je vais simplement aller chercher ça. Bon, il a été simplement très clair dans l'une des... Je vais simplement... Je crois que c'est ici que j'avais ça. Il a dit qu'il n'était pas de l'avis de la scission de l'entité Congo avec C. Mais vous comprenez, M. Perret, vous êtes... voilà, donc, M. Perret, vous comprenez avec nous que vous êtes dans une mauvaise vision, parce qu'ici, on ne peut pas faire la scission avec des gens qui ne sont pas les propriétaires des terres. Nous sommes dans la reprise de la souveraineté. Hein? Et nous sommes basés selon les accords de 1800, vous comprenez, M. Perret, 1800. Donc, vos affaires de Yombo, de Itoa, là, ça c'est déjà dans notre terre avec Congo, c'est là où vous êtes embrouillés, là où vous êtes dans le contexte de la France, nous ne sommes plus là-bas. Bon, maintenant, ces paroles, hein, vous voyez encore une publication, mais vous connaissez maintenant sa position, et d'ailleurs vous avez vu comment il était devenu rouge à l'interview. Il disait ceci, hein, toujours dans les commentaires, hein, parce que moi je lis tout. Mon frère, la souffrance des Congolais, je pense la connaître mieux que toi. Bon, ça certainement, il répondait à quelqu'un. Les prisons, j'en ai fait. Vous voulez le vérifier sur Google. La misère, je l'ai vécue et rapportée pendant plus de 20 ans de mon exercice du journalisme au Congo avec C. J'ai été exfiltré parce que, je crois que vous l'avez dit, parce que j'étais menacé de mort à cause de la bataille que je mène contre ce régime. Mais je ne partage pas l'idée de la scission de l'entité Congo avec C. Et ça, je suis libre de le penser. Mais vous êtes totalement libre, c'est clair. Mais si vous êtes totalement libre de le penser, parce que déjà, le contexte de la scission, c'est pas ça. Les nordistes ne sont pas les propriétaires des terres. On ne peut pas se parler d'une scission avec des gens qui ne sont pas les propriétaires des terres. Mais surtout, quand je suis sur le plateau de l'émission, je fais le boulot que j'ai appris et non faire le sentimentalisme. Mais là, ce n'était pas votre boulot, ce que vous êtes en train de faire. Ça, c'était le débat entre vous et moi sur la base de l'unité du Sud qui est basée d'abord sur une action humanitaire consistant à préparer, à protéger les peuples du Sud. Si aujourd'hui, vous avez été exfiltré parce que vous comprenez que même dans cette quantité avec Congo, vous n'êtes pas en liberté. C'est parce que vous comprenez bien que les dirigeants de l'entité Congo avec C sont protégés à l'extérieur par qui? Par la France. Donc, votre position est connue. On peut simplement dire que vous faites partie des Parisiens. Ça, c'est de l'hypocrisie, hein, ce que vous faites. Mais par contre, hier nuit, nous avons sorti les contre-vérités, où nous avons intitulé pièce par pièce, où nous avons déjà sorti les propos tenus par M. Perret lui-même par rapport à l'entité Congo avec C, les guerres que Sassou Nguesso a déclenchées. On a sorti tout ça. On a montré encore à notre peuple la contre-vérité. Comprenez? Parce que nous, on ne tergiverse pas. On tient un seul discours depuis que nous sommes là. On ne va pas de gauche à droite, on ne va pas en haut, en bas. On est là, constant. Comprenez? Donc, M. Perrin a voulu nous faire passer comme des gens qui veulent aller faire déclencher la guerre. Alors que lui-même, il le confirme qu'il y a déjà, les nordistes sont venus déclencher la guerre. Et il le dit dans la vidéo que nous avons mis en public. Donc, vous comprenez, il ne peut pas y avoir deux poids, deux mesures ici. Vous voyez, chers amis. Donc, nous sommes dans le contexte du rétablissement de la vérité. Et notre peuple doit comprendre que c'est une réalité, ce que nous sommes en train de faire. Bon, c'est une chose, et puis je vais vous parler de moi à la fin comme la conclusion, parce que là, il me reste combien de minutes? Il me reste quelques minutes. Bon, d'accord. Vous devez savoir, déjà, nous tenons à dire à M. Perrin que les Mboshi ont vu le diable en 1958. En 1958. C'est le diable qu'ils ont vu. Ils se sont rencontrés avec le diable. Ils se sont mariés avec lui. Hein? Ils ont caché le diable dans leur maison, dans leur pratique quotidienne. On peut le dire comme ça. Vous comprenez ça? Ils ont refusé de dénoncer le diable à leur village. Ils ont été sereins avec le diable. On peut le dire comme ça. Dans leur accord avec le diable, ils veulent donc se venger. Hein, parce qu'apparemment, ils ont été talonnés par Youlou.
dans l'entité Congo avec C. Et donc, leur première cible ici, ce sont les Laris, que les nordistes sont en train de faire. Ils visent d'abord les Laris. Ils veulent tout de suite exterminer les Laris. On n'a qu'à voir leur acharnement sur les Laris, leur acharnement sur le Poul. Comprenez ça, chez eux. Et nous sommes là. Le Poul fait partie, dans la province du Kouilou-Niadi à cette époque, la Bouenza fait partie du Poul. Comprenez ça, chers amis. Et nous ne pouvons accepter que vous ciblez les Laris, et moi, un fils de la Bouenza, un fils de Babembe, je vais rester tranquillement là, assis, être content, alors que j'ai des neveux, Attendez, je ne peux pas accepter ça. Voilà pourquoi moi je le dis à mes frères Laris, mes frères du Poul, ceux qui sont en train de nous combattre, comprenez que les Laris sont la première cible des nordistes. La volonté manifeste le vouloir exterminer d'abord les Laris. Comprenez? Donc, nous devons nous souder. Là, je m'adresse à tous les frères et sœurs, à toutes les mamans du Grand Poul, de Ntotomi Ampangala. Les Mbossi veulent d'abord exterminer le Lari. Ils ont une haine terrible d'abord viscérale pour les Lari. Leur intention, c'est de diminuer, faire taire les Lari. Les plus faibles sont cooptés par le biais de la corruption. Et une fois qu'ils vont exterminer les Lari, ils vont continuer maintenant dans la vallée du Niadi. C'est ça la démarche. Il faut que nous saisissions la démarche. Ils ont augmenté leur machine de tuer les Laris des sud de Brazzaville. Les Laris dans le Poul sont en train de vite finir par toutes les techniques nécessaires. Aujourd'hui, ils ont augmenté la fréquence de diminution des populations. Dans le Poul, on a déjà donné les chiffres dans les opérations Moyebara. Ils ont cassé le système éducatif pour que même les enfants les plus petits ne peuvent même pas aller chercher même le niveau 0 de lecture. Et là, ils sont en train de l'extendre dans l'ensemble du Sud-Congo, dans la vallée du Niadi. Donc, ils finissent Mpangala, ils ont augmenté dans la vallée du Niadi, et là, ils sont même dans Luango maintenant. Comprenez? Et ça, en complicité avec quelques pharisiens que vous connaissez, ce que ceux-là nous appelons les débrasistes. Ils ont mis leur plan avec leur responsable, leur chef, qu'il s'agit de Ngwabi, qui a mené sa haine. Nous connaissons ce que Ngwabi a fait. Nous connaissons ce que Yombi a fait. Nous connaissons ce que Sassou est en train de faire. Mais tous ces gens, Ngwabi n'est pas Mboshi, Ngwabi est Kouyou, Yombi est Kouyou, Sassou est Mboshi. Ça c'est le Nord, mes chers amis. Et ça c'est une réalité. Mais on peut simplement le dire d'une manière claire que les autres ethnies du Nord, qu'il s'agit des Kouyou, les Bomitaba, les Makwa, les Métis, les Teke Alima, tout ce monde, sont des variants, Moshi, sont des variants. Comprenez? Ils ont été adoptés, enfin on peut simplement dire que les Moshi ont beaucoup influencé et les Mboshi l'ont clowné, et ces gens-là deviennent des variants Mboshi dans leur grand parc du Nord, dont les Marangwabi sont des signataires, les Yombi sont des signataires, les Sassou sont des signataires. Donc on ne peut pas dire que Sassou est seul dans ce chaos, dans ce projet qu'ils ont mis en place pour exterminer et exproprier les sudistes. Sassou n'est pas seul. En voulant indexer Sassou pour dire bon on finit Sassou, on va régler le problème, le Sud va continuer à demeurer tant que le bras de la France est là, parce que ce pacte-là est là pour permettre à la France de prendre en toute impunité nos ressources naturelles, de couvrir en toute impunité tous les crimes qu'on réalise sur les Congos, sur les descendants Congo que nous sommes. Parce que c'est comme si nous ne sommes pas classifiés au rang des humains, même pas au rang des animaux. Nous sommes classifiés au rang des choses, des habits usés qu'on peut porter, jeter, et personne ne peut s'inquiéter, qu'on peut mettre au feu, personne ne peut s'inquiéter. Du point de vue international, vous constatez ce grand silence qui règne. Non, ça ne peut plus se passer comme ça. Voilà pourquoi moi j'appelle l'ensemble de notre peuple du Sud-Congo à se lever dans la cause de l'unité du Sud qui va nous conduire vers la Fédération Sud-Congo. Parce qu'au Nord, ils sont tous unis. Mais ils viennent toujours pour nous distraire, pour nous diviser toutes les fois, afin de nous tuer, à continuer à jouer le jeu que la France a réalisé. Vous voyez que le pacte que les Moshi ont signé avec le diable,
qu'ils ont rencontrés, qu'ils ont signés, qu'ils ont mangé, ils continuent de manger, jusqu'à aujourd'hui ils continuent à nous hanter. Et on ne peut pas nous distraire de venir nous parler des affaires Yombo, de nous parler des affaires Itoa. On n'a rien à cirer de ça. Nous devons donc repartir en 1880, là où nos ancêtres ont signé ces accords, et donc aller chercher ce qui nous appartient en tant qu'ayant droit. Le parc du Nord, il y a les Ngakala. Qui est Ngakala? Ben, Ngakala, c'est un colonel, militaire de carrière, ancien commandant de la milice populaire de Sassou 1, celui que vous appelez Ngakala Michel, et membre du bureau politique du Parti Congolais du Travail. Ngakala, c'est qui? C'est un homme de basse besogne, un homme de basses œuvres du clan Sassou, du clan de pouvoir, on peut le dire comme ça. Le génocide dans le Poul, le tronçonnage des arbres fruitiers, les opérations Moé-Bara, l'extermination de Congo au sud en emmenant les étrangers, les forces militaires et tout ça. Les Ngakala ont été les techniciens derrière ça. Donc Sassou n'est pas seul. Les Ngakala, c'est eux, les piliers de cette destruction. Vous comprenez ça, chers amis? Et les Ngakala, c'est des gens qui ont une haine viscérale contre les Lari, contre les Bahangala, contre les Congo, contre les Babembe, contre les Minkengi, les Dondo. Ils ont une haine viscérale contre les Bakamba. Ils ont une haine viscérale contre les Bayari, contre les Bateke, contre les Lali, contre les Yaka, contre les Mbamba. Les Ngakala, Michel Ngakala, a une haine viscérale contre les Bouissi, les Batsangi, les Bapounou, les Banzebi, les Lumbu, les Yombe, les Vili. Ces gens-là, les Ngakala, c'est les piliers qui tiennent cette merde de Sassou. Vous l'avez entendu dire clairement. Qu'eux ils protègent Sassou et Sassou leur a protégé. Et pour faire que nous puissions réhabiliter la génération qui vient après nous, pour qu'elle ne soit pas identifiée à nos comportements, à notre manière de faire, qui n'est pas bonne. Il faut maintenant corriger fondamentalement. Et si on veut corriger, à ce moment-là, on le fait sans état d'âme. Parce que, il nous a trop protégés. Il nous a trop protégés. Quand je dis nous, je suis parmi ceux qui l'ont protégé depuis le 15 octobre jusqu'à maintenant. Il nous a fait confiance. Il a pensé que nous étions à ses côtés pendant un mois difficile. Et c'est grâce à nous aussi qu'il a été protégé pendant un mois difficile. Que je crois encore au camp de Sassou Nguesso. Ce qu'il veut faire là, c'est pour nous protéger tous. S'il n'est pas protégé, personne ne peut nous protéger. Ngakala le dit d'une manière claire. Les piliers de ce système, ce sont les Ngolo-Pierre. Vous entendez Ngolo-Pierre vous le dire qu'on ne peut pas se permettre de perdre l'initiative en 2021. Nous savons qu'est-ce que c'est perdre le pouvoir. Quand nous l'avons perdu, nombreux parmi nous savent comment ils ont vécu. Comment aller en 2021 sans courir le risque de perdre l'initiative? Nous ne pouvons pas nous donner le loisir de perdre l'initiative en 2021. On ne peut pas. Parce que nous savons, pour nombre ici, nous savons ce que c'est que la perte du pouvoir. Quand on l'a perdu, on sait comment on a vécu. Ngolo-Pierre n'est pas Mboshi, mais c'est un Téké, mes chers amis. Comprenez, mes chers amis. Là maintenant, qu'est-ce qu'ils font les Ngakala? Les Ngakala sont maintenant dans une campagne actuellement pour préparer l'opinion nationale et internationale à une guerre civile, hein, ce qu'ils ont appelé. Et ils utilisent qui? Isidore Ayatonga qui propage ça. Isidore Ayatonga vient vous parler, oui, préparez-vous à une guerre civile, une deuxième guerre civile dans le sud Congo. C'est ce que les Ngakala ont commencé à faire. Donc emmener, tisser la peur, parce que nous les avons demandé pacifiquement de sortir sur nos terres. Et en contrepartie, ils disent, ben nous on va vous faire la guerre, on viendra vous massacrer. Comme ils sont des guerriers, comme l'a dit leur général Nyanga Tsembwala, que nous les guerriers, l'avenir des Mboshi, donc l'avenir des nordistes. L'avenir du nord signifie la colonisation intérieure au sud Congo, les massacres des populations, la vente des terres. Donc ils sont en train de vendre nos terres et ils sont en train de préparer leur opinion à faire la guerre contre nous, les Congos. Et ça, c'est les Michel Ngakala qui sont en train de le faire en utilisant les agents informateurs de leur communication,
comme Ayatonga Isidore. Parce que pour eux, Sassou est arrivé en fin de course, il faut forcément créer une autre guerre pour maintenir la colonisation. Mais les Ngakala ne peuvent pas le faire seuls. Ils sont venus sur la place de Paris avec les Anatole Colinet Di Makosso, les Sassou Nguesso Christelle Denis, et tous ces brigands pour préparer, travailler en connivence avec la France-Afrique pour venir encore massacrer le peuple Congo. Voilà pourquoi, dans les communications que nous sommes en train de parler les jours précédents, nous sommes en train de dire à notre peuple, préparez-vous, parce que ne soyez pas surpris. Comprenez? Préparez-vous. Ne soyez pas surpris. Souvenez-vous, toutefois que nous vous disons quelque chose, ce sont des choses qui se réalisent. Donc préparez-vous. Donc vous voyez que tout ce système du Nord, les nordistes, dans leurs lèvres, ils vous parlent des paroles de paix, de l'unité nationale, de Congo un est indivisible. Et dans ses mains, et dans leurs mains, les nordistes, ils ont les Kalachnikov, ils ont les lance-roquettes, ils ont les hélicoptères militaires, ils ont les Berdem, ils ont les BEM 21, ils ont les MALS 1024, ils ont toutes les armes nécessaires pour nous tuer. Et c'est comme ça tout le temps. Et ils procèdent par des intimidations. Et c'est ce que Ngakala est en train de faire. Et d'ailleurs, nous tenons à dire à Ayatonga, qui nous parle de guerre civile, et là ils sont en train de viser les peuples Congo. Nous serons prêts, parce que notre peuple est averti. Et nous sommes en train de le dire haut et fort à notre peuple, préparez-vous, parce que tout peut y arriver. Tout peut y arriver. Les Ngakala ont géré l'USG. Vous savez, cette jeunesse du PCT. Et l'USG existe toujours aujourd'hui. UGC existe jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est devenu plusieurs appellations. La force montante, Conseil consultatif des jeunes, beaucoup des associations. Tout ça, ça fait partie toujours de l'UGC. Dont même Ayatonga fut le secrétaire général à la faculté de sciences. Souvenez-vous, la devise de l'UGC, discipline, travail, fusil. Vous vous souvenez de ça? Discipline, travail, fusil. Souvenez-vous de ça, la devise de l'UGC, discipline, travail, fusil. Donc, aujourd'hui, ça continue, c'est une même machine, les mêmes méthodes, les mêmes pratiques. Nous, les Congos, nous devons faire barrage, mes chers amis. Les pharisiens doivent comprendre une seule chose. L'USK, ou la Fédération Sud-Congo, n'est pas née en France. Leurs leaders ne disposent pas des passeports français, comme certains hommes politiques de l'entité Congo AVC, en commençant par Sassou Denis, Mathieu lui-même qui était un Français, et toute cette racaille, tout ce monde-là, qui va toutefois se faire soigner en France. Leurs épouses viennent mourir sur la place de Paris avec les fonds du contribuable. Les dirigeants de l'USK, la plus grande partie, on peut le dire, les grosses têtes qui vont constituer la Fédération Sud-Congo, nombreux n'ont pas étudié à la Sorbonne, n'ont pas les PhD que vous cherchez, les hommes super intelligents avec des diplômes. Nous n'avons pas étudié à la Sorbonne. Mais nous sommes nés là au Sud-Congo, dans nos villages, dans nos villes, dans nos districts. Et nous n'avons rien à voir avec le PCT, le parti de Mbochistes. Nous n'avons rien à voir avec Sassou. Nous n'avons rien à voir avec le système de la France-Afrique. Nous n'avons rien à voir avec le palais de l'Élysée. Il n'y a aucun lien qui nous lie avec leur loge pour leur contrôler, pour leur manipuler. Mais nous avons remis ici une connexion avec nos ancêtres pour ramener le Sud-Congo vers une libération complète.
en se basant sur les traités ancestraux dont nous avons parlé précédemment ici. Nous n'allons pas faire la politique des calculs ou la politique politicienne, c'est-à-dire la politique qui a été enseignée dans les Sciences Po, dans les grandes écoles de politique, la politique qui a été enseignée à la Sorbonne, la politique qui a été enseignée dans les milieux de la France-Afrique, la politique qu'on enseigne à l'Union africaine, la politique qu'on enseigne à l'ONU. Comprenez ça, chers amis? Mais nous allons faire une politique de rapprochement de notre peuple pour l'intérêt de notre peuple. Nous voulons simplement vivre en paix sur nos terres sans pourtant être emmerdés. Voilà pourquoi nous le demandons aux nordistes de libérer pacifiquement nos terres sans pourtant qu'il y ait effusion de sang. Mes très chers frères et sœurs, nos papas, nos mamans, nos enfants du Sud Congo, nous sommes sereins de notre avenir et de notre survie. Et nous ne pouvons tergiverser. Le chemin que nous avons pris est un chemin irréversible. Un chemin qui va nous emmener à la victoire. Et nous y croyons. Nous ne signerons jamais de deal avec les criminels. Jamais nous ne trahirons notre lutte. Et je le dis, si un frère qui est avec nous trahit, nous le buterons. C'est la tolérance zéro dans le chemin que nous avons suivi. Voilà pourquoi nous disons aux pharisiens qui sont encore en train de jouer le petit jeu, c'est le moment de changer. Nous ne ferons pas la politique des calculs, mais nous sommes conscients, sérieux, et nous avançons. Mais vous constatez avec nous qu'il y a une grande panique. La panique du côté des pharisiens. La panique est du côté des débrasistes. La panique est du côté des mochistes. La panique est du côté des nordistes. Nous n'avons jamais tué, nous n'avons jamais volé, nous n'avons jamais fait du mal à qui que ce soit. Mais nous voulons simplement vivre en toute liberté, dans toute une paix véritable sous nos terres et territoires. Nous demandons à notre peuple, allons-y ensemble pour notre vision. Nous ne sommes pas là pour s'entretuer, mais nous voulons simplement revendiquer ce qui nous appartient. On ne peut accepter que les richesses que Nkwamikangu, Nkwalulendo, Nzambimpungu nous a données, et qu'il y ait seulement quelques individus qui profitent, et que les autres continuent à pleurer, que les autres continuent à souffrir, nombreux parmi nous continuent de mourir. Nous ne pouvons accepter que les terres que nos ancêtres nous ont léguées, que d'autres gens viennent d'ailleurs, continuent de vendre nos terres avec la complicité de quelques membres de nos familles. C'est inacceptable. On le dit. Pour les familles mixtes, ceux qui sont mariés au nord, au sud, il y aura des vérifications d'antécédents judiciaires pour des hommes et des femmes qui ne sont pas du Sud Congo. Mais nous ne sommes pas là pour casser des familles. Il y aura des vérifications des antécédents judiciaires. Ceux ou celles qui n'ont jamais eu le sang Congo entre leurs mains seront la bienvenue sur nos terres. Nous appelons les nordistes à apprendre à se séparer à l'amiable. Ça ne sert à rien de faire la guerre et d'emmener le monde à tuer le maximum des gens. Apprenez à quitter le foyer quand une femme vous dit non, ou quand un homme vous dit non, sans pourtant détruire les biens, qui appartiennent aux deux parties. Comprenez, chers amis? La cohabitation est devenue totalement impossible. Et vous comprenez que le mal, il est profond. Et ça nécessite les efforts des deux parties de comprendre qu'il faut trouver un terrain d'entente pour que chaque partie, chaque bloc puisse se développer tranquillement, sans pourtant accuser les uns et les autres. Mais en tout cas, nous au Sud, nous avons choisi notre chemin. Et nous y arriverons avec la conviction. C'est maintenant que vous devez sortir sur nos terres tranquillement, sans pourtant qu'il y ait effusion de sang. Maintenant, quand vous êtes rentré dans une campagne d'intimidation
d'une guerre que vous voulez imposer au Sud Congo, nous aussi, nous allons nous préparer à nous défendre parce que nous sommes dans le contexte de la légitime défense. À bon entendeur, salut, la lutte continue, le peuple gagne toujours. À la prochaine, mes chers amis. Au revoir. C'est notre pays à nous tous. On ne peut pas prendre seulement les gens, le même parti et les autres. Mais il y a une chose, que je vais vous parler, une chose. Le Congolais n'a jamais voulu les guerres. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Le Congolais n'a jamais voulu les guerres. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc, d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dadira, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et que il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses.